ASAP, what's good, bro? This man's kinda high out here. Hey yo, the flyest motherfucker in the room, yeah, you know it's me. Bitches hating on him cause he started out here locally. Hopefully, I'll be at the top soon. For now, I'm at my house, on the couch, watching cartoons. You know how much you love it when you get it in abundance. Give a fuck about a budget when you always be the... Comment ils vont? Bonne année. J'étais sûr qu'il allait... Il pouvait pas y remédier. C'est la rentrée. Ça va Léo? Oui, j'aime bien dire tout ce que Manuel déteste. Ça va C'est Manuel? la rentrée Manuel. Ça va très bien, merci. C'était bien les vacances Manuel? C'était parfait. T'as pris de bonnes résolutions Manuel? Ta gueule. Ah, t'as trouvé le J'ai trouvé le truc parfait, je le savais. Comment ça va Romain? Pleine forme. On démarre en plus de ça l'année avec une question d'un abonné qui écoute les podcasts, puisque vous pouvez poser des questions en audio, c'est le but des podcasts. Alors c'est pas que vous pouvez, c'est que vous devez nous proposer des sujets, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, au bout de quelques épisodes, on commence à manquer de sujets, donc n'hésitez pas à nous suggérer des idées, des questions que vous vous posez pour qu'on les traite derrière en podcast. Bah ouais, c'est surtout plus sympa d'interagir directement pour répondre aux questions des abonnés plutôt que de trouver des sujets qui peut parfois ne pas intéresser tout le monde. Voilà, donc vous allez lire dans la description de tous les podcasts. Manuel, qui nous parle aujourd'hui? Alors c'est Jules qui nous pose une question sur le recrutement. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Je pense à un sujet qui peut être très intéressant pour le podcast. Il dit salut la team comme moi. Et même de l'entourage en général. Comment bien recruter quelqu'un, comment bien s'entourer. Ça peut être à la fois professionnellement comme personnellement. Je pense que vous avez des expériences de vie, des parcours qui sont intéressants à ce niveau-là. Parce que Manuel, tu as créé ton entreprise. Qui s'est développé en France et tout autour du monde. Tu as fait de nombreux recrutements, donc tu connais un petit peu les ficelles. Et Romain, c'est un petit peu pareil. Ta chaîne YouTube, elle a évolué. Tu as réussi à déléguer tes tâches à un monteur, à une production. Comment est-ce que vous vous entourez de personnes? Comment est-ce que vous faites vos choix? Est-ce que vous avez des conseils à donner aux auditeurs? Voilà. C'est un sujet qui me semble assez intéressant et j'ai hâte d'entendre vos avis là-dessus. Salut les gars! Merci Jules. C'est un sujet effectivement très intéressant et j'ai moi-même hâte de vous entendre là-dessus, les gars. Les gars, j'ai déjà une première question. Vous avez, si vous devez les compter, combien d'amis? Puisqu'on va parler rapidement de perso comme ça avant de pro. C'est quoi le rapport? Il veut nous faire sa psychanalyse. Mais non, mais c'est intéressant parce que Jules nous demande choisir aussi correctement son entourage et autres. Donc c'est une question juste pour... Tu recrutes pas des amis. Tu fais pas passer des entretiens de recrutement à tes amis. Ah Romain, si. Ah ben non mais attends, alors là je retourne la question à Manuel. Donc toi, une personne à qui tu t'entends bien comme ça, c'est un ami? Non, t'as une tâche de recrutement. Comment tu définis un ami, Manuel? T'es un putain de malade, Romain. Romain, il est fou. Mais non, mais il y a bien des gens que... une phase de recrutement. Mais non, mais il y a des gens, c'est des connaissances. On a enfanté un monstre en fait. Non mais un ami, c'est une personne qui peut se réveiller à 2h du mat pour venir t'aider. On n'en a pas 10 quoi. Des nouvelles connaissances, t'as des quiz préparés à l'avance pour savoir leur signe astrologique. Quelles sont vos qualités et vos défauts perfectionnistes? Mais vous êtes beaucoup... La question c'est est-ce que vous êtes beaucoup entouré ou pas? Google Form et après on se parle. Insupportable. Ils signent des contrats d'amitié. Comment mais vous trouvez notre échange autour d'un café? Bon, et ben on passe, j'ai compris, on passe le côté l'amitié, perso. ce connard. C'est grave. Alors, comment dirais-je, moi, j'ai jamais fait passer d'entretien à mes amis. Non, mais t'as mis un algorithme, un système de pouces à la fin de chaque sortie au bowling, tu sais. Notez sur 5 cette partie de bowling. Je voulais dire ça parce que dans nos métiers respectifs, pour avoir du temps et faire ce qu'on fait au quotidien, on peut pas être entouré par plein de personnes. Et je pense que ce que voulait dire Jules, c'est simplement comment est-ce qu'on peut, juste avant de parler du cercle professionnel qui va être le plus important dans ce podcast, mais comment est-ce qu'on définit correctement à qui on peut allouer de notre temps si on veut parvenir à nos objectifs? Moi, je pense que ce qu'il veut dire, c'est comment on recrute. Ouais, mais c'est vrai que pas plus compliqué que ça. S'il emploie le terme entourage, peut-être on s'éloigne un peu du sujet professionnel. Mais à ce moment-là, pour moi, c'est pas la même chose parce que t'as pas de phase de recrutement et t'as pas d'algorithme très précis. C'est la vie qui t'apprend à garder des amis ou à les Est-ce que tu passes une annonce? Que tu passes une offre sur LinkedIn pour dire alors j'ai un poste d'amis disponible. Oui. Moi, actuellement, j'en cherche un. Si jamais y a des gens intéressés. C'est un CDD de 6 mois parce que au 7e mois, j'aurai plus besoin d'amis. Ne contactez pas l'adresse pro de Léo, s'il vous plaît. Voilà, c'est tout. Pourquoi? Parce que qu'Imakina Influx a déjà assez de travail comme ça sur ta boîte mail. Alors, j'ai même 300 slots d'amis dispo.
dernièrement. Voilà, vous envoyez vos candidatures sur je cherche un ami @leoduff.fr. Bon, on crée son activité, on veut être entouré. C'est email qui n'existe pas. Et comment est-ce qu'on recrute la première bonne personne déjà, Manuel? Toi aujourd'hui, bon, Imakina, oui, c'est devenu un énorme groupe, t'es loin d'être tout seul à la barre, et heureusement, mais au tout début... Comment ça, heureusement? Si tu devais gérer 50 000 personnes, je pense qu'on serait pas en train de faire ce podcast. C'est vrai. Voilà, donc au tout début, quand tu as créé la société et que tu as voulu être entouré par le premier poste, CDI, CDD, comment tu fais recruter? Je me souviens, c'était un graphiste. Comment je fais pour recruter? Oui. C'était un graphiste, en fait, qu'on n'appelait pas encore web designer à l'époque. En fait, écoute, moi, j'ai toujours appliqué une méthode très, très simple qui est de regarder le travail des gens, pas du tout leur parcours, de regarder d'abord leur travail. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de repérer des talents. D'ailleurs, mes meilleurs recrutements, je les ai toujours fait comme ça. C'est plutôt moi qui regarde des mecs, qui regarde leur boulot et qui leur envoie un message en disant avec le lien vers l'offre chez nous. En disant, tiens, ton travail ça me semble correspondre à ce poste-là. Si tu as envie de postuler, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Tu fais quasiment le travail de Pôle emploi, en fait. En fait, j'aime bien regarder leur boulot. Je me fous de savoir qui ils sont, quelles études ils ont fait ou pas, d'ailleurs, qui ils connaissent, quel est leur réseau, etc. etc. Tout ça, ça viendra plus tard. Mais leurs compétences et la capacité à faire des choses et à savoir le communiquer aux autres, ça compte beaucoup. Il y a des gens qui savent faire plein de choses, mais qui ne savent pas le communiquer. Ouais. Donc, eux, déjà, leur trouvabilité est quasiment proche de zéro. Donc, tu verras jamais leur portfolio, tu verras jamais Il n'y a pas que des graphistes, il n'y a pas que des DA. Alors, pour les DA, c'est facile parce qu'il y a leur portfolio, donc tu peux voir leur boulot. Mais même pour des devs ou d'autres métiers, tu peux regarder des billets de blog, des avis dans des communautés de développeurs, les repérer dans Reddit. Très très bon endroit pour repérer des gens. C'est même quasiment une caractéristique de l'artiste, en fait, que tu es en train de dire. Ne pas savoir se vendre. Ça peut l'être. Il y en a qui savent, mais ils sont rares. On parle de métier artistique, sauf si on rentre dans le côté dev, mais même je pense qu'un dev peut avoir ce côté artistique. Mais tu dis un truc assez fort, ça veut dire que tu n'attends pas, quand tu recrutes quelqu'un, qui sache tout faire. Surtout pas. Moi, donc, mon grand-père il disait il vaut mieux être bon à rien que mauvais à tout. Donc ça veut dire que tu as l'ouverture d'esprit, parce que vraiment pour remettre en place, Imakina aujourd'hui c'est 50 000 personnes dans 50 pays, avec autant de monde, tu peux quand même te permettre de recruter une personne en te disant lui il est tellement doué dans ce qu'il fait ou il me paraît correspondre tellement bien au poste. On verra plus tard s'il fait quelques fautes d'orthographe, on verra plus tard s'il il sait pas se comporter dans cette situation-là, il apprendra. Non, j'ai dit pas exactement ça. Ah, ok. J'ai dit, première phase, que le travail. Je me fous de savoir qui est l'auteur. Ce qui m'intéresse, c'est quasiment de recevoir du job anonyme. Alors ça, c'est la meilleure garantie de non-discrimination, puisque je ne regarde que le travail. Et d'ailleurs, chez nous, les RH sont aveugles. Ouais, on n'est pas loin de ça en fait, c'est-à-dire qu'ils regardent surtout les portfolios, etc., etc. D'ailleurs, on fait le CV anonyme, on ne demande pas le nom des gens, enfin, on ne demande pas leur parcours, etc., etc. Ça, c'est le préalable pour discuter. C'est vraiment les skills qu'ils font, machin et tout ça. Et après, le facteur humain, il est très important parce qu'il faut quand même que les gens fitent dans ta culture d'entreprise. Donc, après, le facteur humain, il est très important. Donc, partant du principe que ce que tu changes le moins souvent, et en tout cas le plus lentement, si jamais tu peux changer, 2 ou 3% chez quelqu'un, c'est son éducation et son comportement. Et tu changeras jamais profondément les gens. On n'est pas des négriers, donc on n'emploie pas des enfants, donc leur éducation est faite, leur système de valeurs est posé. C'est assez rare de voir des gens fondamentalement changer d'avis d'un point de vue humain et donc il faut chercher des gens qui ont à la fois les skills et qui ont hard skills en fait, donc les compétences, et à la fois les soft skills, donc le comportement, qui sont compatibles avec ta boîte. Et pour rebondir sur ce que disait Romain, je pense que justement plus tu scales, plus tu peux te permettre de recruter des gens qui n'ont qu'une compétence. Au début de ton entreprise, peut-être que tu vas chercher la polyvalence,
chez les premières personnes que tu recrutes. Mais après, si tu as 50 000 personnes, qu'il y en ait un qui sache faire qu'une chose mais qui la fasse très bien, peu importe finalement. Tu en as même énormément besoin. Tu as besoin d'experts assez pointus sur un certain nombre de sujets. Donc, et puis, moi, on applique une devise très connue qui dit hire fast and fire fast. Donc, ça veut dire si tu sais pas trop, recrute très vite et vire très vite. Voilà. Mais donc, ça c'est facile à faire en France ? Maintenant, oui. Ah ouais. Ouais. Maintenant, oui. C'est pas trop un problème. D'abord, alors, c'est pas politiquement correct de le dire, mais les périodes d'essai, elles servent à ça. Hein. Elles servent à s'essayer et elles servent à s'essayer mutuellement. C'est-à-dire qu'il faut à la fois que ça convienne à l'employeur et il faut que ça convienne aux collaborateurs. Donc, l'employé peut aussi dire attends, mais la culture de la boîte, l'équation, les projets ou les process, etc., tout ça, finalement, ça me plaît pas et je me casse. Et nous, dans notre industrie, et je parle bien de notre industrie à nous, ceux qui ont le pouvoir, il faut quand même dire les choses, ce sont les collaborateurs parce qu'ils ont plein d'offres tout le temps à plein d'endroits. Et ils sont sans arrêt dans l'arbitrage entre qu'est-ce qu'on me propose comme mission, combien on me paye pour le faire et dans quel écosystème je vais le faire. Tu peux gagner plein d'argent en vivant en enfer, mais tu peux pas le faire très longtemps parce qu'au bout d'un moment, ça devient insupportable. Donc en fait, tu fais une négo avec toi-même, un trade-off entre la mission, le projet, l'entreprise, les conditions et le facteur humain dans lequel tu le fais. Et est-ce que tu as déjà eu du mal à trouver du matériau sur ce que représente le travail de la personne que tu as envie de recruter? Est-ce que tu as eu du mal à trouver des preuves de son passé, j'allais dire? Est-ce que tu as dû aller chercher chez ses anciens recruteurs pour savoir à quel point il était compétent, ou est-ce que tu trouves absolument tout le temps des exemples de travail? Bon, écoute, d'abord, il y a le déclaratif, donc il y a ce que les candidats t'amènent, en fait. Ensuite, nous, on a un processus avec... dans le processus de recrutement, il y a des travaux appliqués. Donc, ils passent des tests en dev ou en créa ou autre. Donc, ça nous permet aussi de voir exactement comment ils réagissent face à certaines situations. Ensuite, on a tout un tas de processus de tests de comportement aussi. Donc, ça permet aussi de voir comment la personne se comporte dans certaines situations. Et après, on recrute assez vite et on juge pendant la période d'essai essentiellement. Donc je le vois et je l'entends souvent, mais ce qui est aussi super important du côté candidat, c'est ni de mentir sur les clients qu'on a ou pour qui on a travaillé, correctement créer sa page de présentation sur son site web, parce que si demain t'arrives et que... LinkedIn. Voilà, LinkedIn, pour toi c'est le plus important. LinkedIn, c'est hyper important. Et pas que avoir un profil avec une photo sinistre. Ouais, ça j'en ai vu beaucoup. Avoir une photo normale et un profil normal, c'est bien. Pas de noir et blanc. L'alimenter, aussi partager des articles, aussi suivre des boîtes, aussi liker des trucs, aussi écrire des choses dans LinkedIn. Que ça reflète ta personnalité professionnelle. Ouais, il faut que tu montres des trucs, avec qui tu es connecté, etc. Quel type de contenu tu produis, tout ça. Et chez nous, les équipes ont un pouvoir de décision effectivement sur qui on recrute, etc. Mais ensuite, c'est les équipes opérationnelles qui aussi nous font un feedback sur les nouveaux arrivants. Donc, il y a un système de cooptation qui est très très fort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les RH qui décident, il n'y a pas que le manager qui décide, il y a aussi l'équipe dans laquelle le mec a été recruté qui va aussi donner son avis en disant sur les 3 ou 4 premiers mois de collaboration, le comportement est bon, on a vu tels et tels aspects qui correspondent à notre culture d'entreprise, ou au contraire, il y a un truc qui ne nous plaît pas dans le comportement, il est très compétent, mais dans le comportement ça ne va pas, on n'en veut pas. Donc les équipes ont un pouvoir très très fort sur l'acceptation ou pas d'un candidat. C'est super intéressant, mais ça me paraît tellement loin, par exemple, pour moi, d'une toute petite structure comme tu vois, parce que même si ça fait des années que je fais des vidéos, j'ai pas d'employés, par exemple, j'ai que des gens qui travaillent aussi avec d'autres créateurs et qui sont indépendants, et j'ai souvent eu ce problème au tout début, c'était de vouloir recruter la personne qui fasse tout comme moi pour avoir un deuxième moi. Et ça, c'est toujours d'ailleurs une erreur. Personne ne le souhaite. C'est vrai. Mais tu vois, ça a été l'une, je pense, de mes plus grandes erreurs. Ça a été ça. J'ai de toute façon toujours été très mauvais en recrutement. Je pense que je le suis toujours encore aujourd'hui. J'ai du mal si je suis mal accompagné là-dessus. Parce que
j'arrive pas à sonder ce que la personne en face a envie de réaliser au sein de la structure. Mais le recrutement, c'est la clé d'une boîte. C'est-à-dire qu'il faut passer sa vie à chercher des gens plus compétents que soi et leur donner envie de travailler pour ce projet-là d'entreprise. C'est ça la clé. Et en même temps, on fait tous des erreurs. C'est-à-dire qu'au début, dans une vie, on va dire, initiale d'entrepreneur, on a tendance, certainement par ego, à essayer de chercher des gens qui nous ressemblent. Ouais. Donc qui pensent pareil ou qui aiment les mêmes choses. On veut recruter comme on cherche une meuf en fait. Etc. Faut qu'elle ait envie de regarder le même film sur Netflix que toi. Exactement. Sinon ça passe pas. Voilà. Qui s'endorme à la même heure que toi, sinon tu dors moins. Qui se réveille à la même heure que toi, sinon tu la réveilles. Voilà, c'est la grosse erreur des entrepreneurs au tout début. Bon, je suis ravi de savoir que vous vivez avec des clones, mais moi je suis plutôt pour la diversité. Moi perso, j'ai développé une IA, donc oui. Au bout d'un moment, on se rend compte que c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'est-ce qui te manque pour aider ton projet à aller plus vite et de quelles compétences tu as besoin pour compléter les tiennes. Donc en fait, la réalité, c'est que tu composes tes équipes comme un cuisinier va au marché et achète des ingrédients différents pour faire quelque chose de savoureux. Ouais. Mais il faut surtout pas chercher une approche très monolithique. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec les boîtes qui recrutent toujours dans les mêmes écoles, donc toujours avec le même format de pensée, qui vont recruter ou des écoles de commerce toujours les mêmes, ou du Sciences Po, ou etc., etc. Au contraire, moi je pense que en fait, il faut construire autour de ton projet une vision de compétences dont tu as besoin, une palette de compétences dont tu as besoin, et il faut aller chercher ces compétences là où elles sont. Et c'est la diversité. Et le management, c'est ça, c'est faire vivre la diversité ensemble. C'est ça le management. Mais donc, est-ce que dépendant de la taille de ton entreprise, pour qu'elle grandisse, t'es obligé de recruter? Je te prends un exemple encore une fois, mais juste parce que Jules me posait la question et moi, j'ai l'impression d'apprendre. T'as posé la question directement? Ouais, de ouf. Il a dit Romain et tout, avec ses prods. Mais et vous tout, c'est connaissez ouf. en fait? De ouf. Bah, Jules, c'est le bro quoi, de tous les week-ends. Ah d'accord. Tu vois l'ego trip. Jules me posait la question. En fait, on est à deux doigts de penser qu'il lui a envoyé un SMS. En fait. Super. Mais je pense que en fait, Romain, tu ne connais pas cette personne, t'es au courant. Pour lui, dans ce podcast, on n'existe pas. Oui. Les trois personnalités sont dans sa tête et il se parle à lui-même en fait. Allez, vas-y. Alors, c'est quoi ta question? Quelle question t'as posée, Jules? vous êtes insupportable. Elle va être bien cette année 2022. Est-ce que c'est parce que ton activité grandit que tu dois forcément recruter? Ou est-ce que, au contraire, parfois, même si les activités grandissent, il faut se rendre plus premium, moins accessible? Je vous pose cette question parce que, par exemple, dans mon domaine, j'avais toujours l'impression d'avoir besoin de plus de monteurs vidéo, plus de photographes, plus de ceci, alors qu'en fait, j'allais pas faire plus de contenu. Et à un moment, je me dis, en fait, moi, tout seul, ça me va très bien d'être comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est un problème si t'es comme ça pendant 10 ans et que t'as pas d'employés. T'as posé la question, est-ce que parce que ton activité grandit, il faut recruter? Ouais. Je pense que c'est l'inverse. Je pense que pour que ton activité grandisse, il faut recruter. Mais moi, je suis pas sûr de ça. J'ai pas ce sentiment-là. Ou alors, c'est que vraiment, je m'y prends comme une... Ouais, déjà, ça dépend du business dans lequel tu es. Quand tu fais un business d'agence comme celui d'Imakinat, c'est un business qui est people-centric. Donc, ta capacité à grandir dépend du nombre de personnes que tu recrutes. Si tu vends 2000 jours hommes à un client, il faut que tu aies 2000 jours hommes à proposer. Donc, il faut que tu aies des gens qui puissent prester 2000 jours hommes. Ok. Donc, la taille de ton business grandit avec la taille de tes équipes. À un moment, comme dit Léo, la nature ayant horreur du vide, si tu n'engages jamais l'expert dont tu as besoin ou qui est pertinent en ce moment, il y a assez peu de chances que des clients s'adressent à toi pour avoir cette expertise. Donc, du coup, tu l'engageras jamais puisqu'on s'adressera jamais à toi pour chercher cette expertise. Mais d'un autre côté, tu as envie d'avoir du business pour être sûr de pouvoir payer correctement cette personne. En même temps, si tu as un expert et qu'il ne faut rien parce qu'il n'y a aucun client qui le demande, à un moment, ça s'appelle de la perte. Donc, c'est aussi un problème. Donc, ça dépend de la taille de ton business. Au début, tu engages pour servir les contrats que tu as signés et tu espères avoir les bonnes personnes et la bonne bande passante pour pouvoir servir ces contrats-là. Et puis petit à petit, tu regardes moins
les contrats que tes clients te signent, et plus le marché dans sa globalité, et vers où il va, et de quoi il va avoir besoin. Donc tu passes d'un modèle réactif, on m'a commandé cette mission, et donc il faut que je puisse la prester et y répondre, à un modèle proactif, où tu lis le marché, tu fais des paris, tu prends des gens qui ont une expertise sur ce secteur-là, et tu le proposes au marché. Pour moi, le calcul, il est très simple. Romain a monté des vidéos, par exemple, tu sais le faire. Donc tu pourrais le faire actuellement. Mais si tu le faisais et que tu n'avais pas un monteur pour ça, bah, tu aurais beaucoup moins de temps pour faire le business que tu fais à côté. Donc tu ferais moins de projets. Bien sûr. Oh oui, c'est logique. Mais il y aurait peut-être des expertises dont j'aurais besoin et que je ne recrute pas parce que j'imagine... Enfin, je sais pas jauger si j'en ai besoin ou pas. C'est ça qui est, je trouve, super compliqué. C'est que parfois, je regarde le truc et je me dis, bon, bah, si on veut faire mieux... Bah, c'est à moi de faire des sujets différents ou de proposer des trucs, mais je sais pas comment voir le... Moi, je trouve pas non plus. Par exemple, il y a des gens qui sont très compétents et qui arrivent et qui disent « Ah, je voudrais bien travailler chez toi, j'ai cette expertise, etc. » Et je leur dis « Ok, bah, fais-moi un business plan. » Qu'est-ce que tu vas m'apporter en plus? Ok. Et donc, tu veux gagner beaucoup d'argent, il n'y a aucun problème. Moi, je peux te payer, mais autant que tu veux, du moment que tu me rapportes de l'argent. Moi, je suis ok pour partager la valeur. C'est le principe même d'une entreprise. Mais fais-moi un business plan. C'est le bruit du jus de pomme que Léo... Je sers du jus de pomme. On remercie d'ailleurs notre cher donateur. Notre sponsor. Stéphane. Stéphane. Merci Stéphane, on t'aime. Notre plus fidèle auditeur. Et donc, je trouve que ça, c'est vertueux. Quand des gens viennent vers toi en disant « Ah, je veux absolument travailler avec toi. Regarde, moi, j'ai une expertise sur, je sais pas quoi, la data ou je sais pas quoi. » Tu lui dis « Bah, écoute, pourquoi pas? Fais-moi un BP. » Donc, tu coûtes combien? Tu penses pouvoir convaincre combien de personnes? Pour des contrats d'une moyenne de combien? Qui dégage combien de marge? Et ben là, ça permet de trier assez vite le flot des candidats. Excuse-moi, c'est intéressant à la fois pour les recruteurs et pour les candidats, ce que tu dis. Parce que quand vous allez postuler pour une boîte, il faut savoir leur expliquer ce que vous allez leur apporter, du coup. Oui, puis ça te permet de te positionner. C'est-à-dire que soit tu es dans la food chain, c'est-à-dire que tu rejoins une équipe à l'intérieur d'un besoin identifié et tu coûtes tant et tu dois laisser une marge opérationnelle à la boîte qui t'emploie parce que sinon elle peut pas vivre et le client doit acheter tes prestations à une valeur de marché. Bon, ok, tout ça c'est la question de la distribution de la valeur à tous les étages. Soit tu crées de la valeur qui n'existait pas par ton arrivée dans une équation et auquel cas bah, tu fais un business plan et tu dis bon voilà, ma valeur va augmenter avec le temps, c'est-à-dire plus je vais en créer, plus je vais en demander. Et ça, si tu as en face de toi un entrepreneur, il va plutôt accepter. Si tu as en face de toi un gestionnaire, ça va plutôt lui faire peur. Mais je comprends qu'il y ait la peur pour une entreprise plus petite, de se dire bah, pour l'instant les affaires marchent plutôt bien, mais peut-être que ça sera moins le cas demain, que j'aurai plus de mal à payer mon équipe. À partir de quand tu te dis c'est bon, là je peux payer quelqu'un pour faire cette tâche à ma place? Bah, à partir du moment où tu es sûr qu'avec ce temps, tu produiras une autre valeur, en fait. C'est-à-dire que si tu te dis je me libère du temps pour ne plus faire ça, c'est super. Mais l'objectif dans la vie, c'est pas de rien foutre. L'objectif dans la vie, c'est le tien en tout cas. C'est que tu utilises ton temps pour créer plus de valeur. Ouais. Donc tu engages quelqu'un pour faire quelque chose à ta place à partir du moment où tu es sûr qu'avec ce reliquat de temps, tu vas créer plus de valeur. Oui, sinon tu scales pas, tu as juste délégué. Voilà. Donc, ou que grâce à ses compétences, tu obtiens plus de contrats, plus d'opportunités, etc. etc. Par exemple. Romain, toi, t'as pas mal recruté dans ta vie maintenant quand même, t'as vu quelques personnes. Alors recruter, c'est un grand mot. J'ai rencontré beaucoup de personnes que j'ai réussi à associer au projet pendant plus ou moins longtemps. Voilà. Donc c'est allé de 5-6 mois quand j'ai pris, et il faut le dire, des potes pour des employés, ce qui ne marche pas du tout. Ça, c'est compliqué. Mais parce qu'en même temps, tu parles de ton travail tous les jours, donc tu crées des similitudes avec les gens qui t'entourent, et à un moment, ces gens-là, ils se retrouvent sans taf et ils pensent à toi. Et toi, tu te dis, bah, c'est génial, on va faire un truc ensemble, je les connais bien. Pire erreur, parce que tu les recrutes pas justement parce que tu sais que leur travail te permettrait de faire ça, tu les recrutes parce que ça te paraît logique, sympathique, mais qu'il n'y a aucune ambition derrière. Et il y en a d'autres par contre que j'ai recruté beaucoup plus longtemps, Augustin par exemple, Florian avec qui on a travaillé 3 ans, Augustin 4 ans, mais ça a quand même été des gens qui se sont accrochés parce que j'ai fait l'erreur beaucoup trop souvent de vouloir tout leur faire en me disant bah, vu que moi ça m'excite, pourquoi eux tout ne les exciterait pas?
et ne pas mettre de frontières souvent entre ta passion, ta vie professionnelle, ce que tu leur demandes, et les frontières entre ta vie. D'ailleurs, c'est marrant avec l'intro de ce podcast, c'est les frontières entre ta vie privée et ta vie professionnelle. Bah, il n'y en avait pas, c'est ça, c'est que je leur ouvrais la porte en caleçon avec mon café et puis il vient, on va faire des vidéos, et puis quand j'étais pas dispo pour faire des vidéos, bah, l'autre il avait rien à foutre et il était là. Que le mec est bugué, il te dit comment on recrute des amis au début du podcast. Oui, c'est pour ça. Mais en même temps, nous trois, on bosse ensemble et on est amis dans la vie, enfin je crois. Ouais, mais j'ai envie de dire que on a des relations de partenaires, Moi je pense pas, moi je pense que c'est qu'une rumeur. Ouais. Non, mais je veux dire, on a réussi à faire la même chose, mais de manière saine. Donc ça existe. Oui, mais c'est une relation de partenaire parce que tous les trois, on sait que chacun de notre côté, on fait des trucs bien, mais que tous les trois ensemble, on fait des trucs mieux. Donc c'est une relation. Pas une relation de Exactement. recruteur-recruté. T'es pas là parce que t'es payé à la fin du mois. Personne n'est payé d'ailleurs pour faire ce podcast. Ah ouais. Oui, t'as pas remarqué que ça fait 1 an à peu près que t'as rien touché. Voilà, pas mes comptes. Voilà, c'est. Non, mais je pense que cette relation, elle est importante aussi à donner, de faire la part des choses entre une personne qui pourrait devenir un associé, parce que beaucoup de gens, et je le vois, tu pourrais me confirmer si c'est vrai ou faux, mais dans les boîtes qui se créent, souvent le premier employé ou les 2 premiers employés deviennent associés. Juste parce qu'ils sont là depuis longtemps, parce que c'est une grosse part des choses à faire, quoi. C'est une catastrophe en général. En fait, beaucoup de fondateurs donnent de l'equity. Donc, ce qu'on appelle l'equity, c'est des parts de ta boîte. Parce qu'en réalité, ils ne peuvent pas payer la juste valeur des gens ou je ne sais pas quoi. Sauf que la position dans un capital, la position d'associé, c'est parce que tu contribues à la valeur stratégique de la boîte, à sa vision ou à son développement, etc. Ça n'a aucun rapport avec le phénomène de compensation de salaire. D'ailleurs, les startups aux US ont inventé les stock options pour ça. C'est-à-dire que les stock options, ce sont des actions liées à ton contrat de travail pour compenser le fait qu'on ne peut pas te payer à la valeur du marché, mais en même temps, tu ne portes pas des actions de type fondateur, initial, véritablement. C'est des actions de type stock option. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails compliqués à ce sujet-là, mais on va dire que associer quelqu'un sous prétexte qu'il est là depuis longtemps, c'est la pire des raisons. Associer quelqu'un parce qu'il contribue à la vision du projet, sans que tu lui demandes quoi que ce soit, il revient avec des idées qui sont bonnes et qui permettent de développer ta valeur de marché ou ton acquisition client, ça c'est des bonnes raisons pour lesquelles associer quelqu'un. Parce que en fait, si on veut le résumer assez vite, on va dire que quelqu'un qui produit de la valeur spontanément sans que tu lui demandes, ben ça c'est plutôt le signe de quelqu'un qu'il faut fidéliser et associer. Et après, tu as plein d'instruments très différents les uns des autres pour fidéliser et associer quelqu'un. En fonction de qui tu es, est-ce que tu es une petite boîte, une boîte moyenne, une très grosse boîte, tu as des instruments différents. Mais associer quelqu'un parce qu'il est là depuis longtemps, sincèrement, c'est le signe d'une catastrophe industrielle à venir. Je pense que dans le recrutement, le plus dur, c'est pas tellement le recrutement, c'est le fait de virer des gens. Ah ça, moi je déteste ça, hein, les gars. Moi je sais pas faire. J'arrive pas à comprendre pourquoi, moi. Parce que ça doit faire partie du recrutement, parce que forcément tu testes avec des gens avec qui ça marche pas. Ça a dû vous arriver tous les deux plein de fois. Comment tu fais quand tu te rends compte que ça ne va pas avec quelqu'un pour le virer ? Je pense que déjà mon plus gros problème justement venait du fait que j'associais beaucoup trop mon perso au pro. Donc t'as l'impression de virer ta meuf. Donc ça déjà c'est... tu avais des relations... Ben non, mais effectivement quand tu te réveilles... Sexuel avec Augustin. D'accord, c'est peut-être... On t'embrasse Augustin, bien sûr que tu vas venir. Le problème vient peut-être de là. Non mais quand tu commences ta journée par voir cette personne-là dans une tenue qui n'est pas une tenue appropriée au taf, que t'es chez toi, Précise. Non, vraiment précise. Je pense que c'était ça pour moi mon plus gros problème. Mais Manuel, comment tu fais à pas avoir ce problème-là et... Je te reprendrai pendant toute l'année et autant d'années qu'il le faudra. Je vais y arriver, je vous assure. Un jour, tu parleras français. Comment tu fais pour pas avoir de sentiments là-dedans ? Parce que je pense que dans le boulot, tu ne juges pas les gens, tu juges leur travail. Donc moi, je me refuse à juger les gens. Je suis personne pour juger les gens. Je suis pas dans leur cercle privé. J'ai aucune raison de juger qui ils sont. J'ai plus de raisons de juger ce qu'ils font. Puisque la transaction qu'on a ensemble, c'est tu me donnes du temps,
de ce temps, tu fais quelque chose de productif. J'apprécie la productivité de ce que tu fais. Et en fonction de mon appréciation, c'est stop ou encore. Enfin, quand je dis la mienne, c'est pas forcément la mienne au sens personnel du terme, c'est celle de l'entreprise, des managers de l'entreprise, etc. Ouais. Et donc, il faut aussi que ça te convienne. C'est-à-dire, il faut aussi que tu t'éclates, que tu sois challengé, que ça soit dur mais pas trop, que tu te sentes valorisé, que tu apprennes des choses. Enfin, tu vois, c'est une équation, en fait, dans laquelle il faut que tous les paramètres fonctionnent. Mais moi, je ne trouve pas que ça soit la fin du monde de mettre fin à une relation professionnelle. Une relation professionnelle n'est qu'une relation professionnelle. Tu vois, c'est pas la guillotine non plus, tu vois. On n'est pas en train de discuter de la fin de vie de quelqu'un. On est en train de dire, pendant un certain nombre d'années, toute cette équation a fonctionné. On est en train de se rendre compte que cette équation fonctionne moins bien. Tu es en train d'être frustré, malheureux, t'attends des choses de l'entreprise qu'elle ne peut pas te donner, etc., etc. Ou l'entreprise a évolué. Ou l'entreprise a changé de stratégie, elle avait besoin de toi à un moment, aujourd'hui, sa stratégie fait qu'elle a moins besoin de toi, etc. Retrouve ta liberté. Le monde est vaste. Mais c'est vrai que ça, c'est plus simple si tu n'es pas ami avec la personne. Donc si tu as construit une relation professionnelle, moi je crois pas, par-dessus une relation amicale, c'est quand même compliqué. Parce que je pense que si tu as une véritable relation amicale avec cette personne, elle survivra. Oui, mais il faut qu'elle sache l'entendre. Mais bon, de façon générale, je suis pour le fait de ne pas mélanger les genres. Donc, je pense pas que ce soit une extraordinaire idée d'entretenir des amitiés à l'intérieur de tes relations professionnelles. Mais je pense que ça doit être plutôt l'exception que la règle. Ouais, ça peut exister, mais ça doit être une exception plus qu'une règle. Mais c'est bien je peux pas vous blairer. C'est bien qu'on... Oui, moi non plus. On fait genre pour le podcast, mais c'est bien qu'on appuie là-dessus parce que je pense qu'il y a pas mal de jeunes qui nous écoutent et qui auraient peut-être envie... T'as toujours envie de faire un petit peu comme quand t'es en cours. Quand il y a un projet, tu te mets rarement avec les mecs avec qui tu t'entends pas dans la classe, tu te mets avec tes potes. Donc ça, il faut pas le retranscrire après dans le travail, quoi. Mais toi, pour autant, Léo, tu fais tout l'inverse de ce que je fais en fait. T'as beaucoup plus d'amis et tu recrutes personne. J'ai recruté récemment. Je travaille avec un monteur, ça y est, c'était ma résolution 2022. Je travaille maintenant avec un monteur qui fait mieux que moi. Donc effectivement, c'est plutôt cool, c'est plutôt agréable. C'est le premier signe d'un recrutement mature, c'est de trouver des gens qui font mieux que soi. Ouais, mais c'est vrai qu'au début, j'avais ce syndrome dont on parlait tout à l'heure. J'avais envie de quelqu'un qui faisait comme moi. J'avais l'impression que j'avais ma patte et qu'il fallait surtout pas que ça change, sinon les gens allaient s'en rendre compte. Personne ne m'a dit dans les commentaires « Oh, t'as un monteur !» Donc, mais je vais l'avouer, en fait, moi je savais pas. C'est la dernière vidéo où t'as un monteur ? Les 2 dernières. Mais non, sérieux ? Si. Mais tu avais déjà des collaborateurs parce que tu travaillais déjà avec Quentin qui est maintenant chez Imaginaire. Ça, en revanche, les gens s'en sont rendus compte. Parce sur tous les graphismes, sur les miniatures et le motion design, la DA, c'était pas trop mon taf. Global. Donc ça, les gens s'en sont rendus compte pour le coup. On voit la diff. Oui, on voit plutôt la diff parce que c'était catastrophique. Mais ça y est, donc j'ai 2 personnes avec qui je travaille, alors qui sont pas dans mon entreprise, que j'ai pas recruté réellement, mais qui travaillent avec moi. Mais recruter, c'est pas uniquement faire un contrat de travail. Recruter, c'est pas embaucher, quoi. C'est fournir un flux de business et une relation de travail régulière. Ça peut être avec un auto-entrepreneur à qui tu donnes un contrat pour les 3 ou 6 ou prochains mois ou l'année qui arrive, et avec lequel tu pérennises un flux de business dans la durée et avec lequel tu vas entretenir des relations de travail. Donc, la nature du contrat n'a pas de rapport avec le fait que tu sois en relation de travail avec cette personne. Donc, tu n'étais pas cité dans la question. Mais toi aussi, à ta façon, tu recrutes entre guillemets des gens. Jules, je te pardonne parce que je ne m'aurais pas cité moi-même dans la question, mais c'est vrai que je commence, c'est pour ça que ce sujet m'intéressait, je commence à rentrer dans cette phase. Et pour expliquer aux gens, ça a été très simple, j'ai fait un tweet pour recruter cette personne. Et il s'avère que c'était une bonne idée parce que du coup, je suis tombé sur quelqu'un qui connaissait mon travail et qui avait déjà énormément de code de ma chaîne avant même que je lui explique ce que moi je voulais. Donc, est-ce que tu l'as rencontré ? Je l'ai pas rencontré encore, mais ça va se faire très prochainement. Ça, je trouve ça génial. Qu'on se soit pas rencontré. T'as engagé quelqu'un que tu n'as jamais vu, en fait. Ouais, on a fait un FaceTime. Voilà. Ouais. Mais ça s'est bien passé. Mais t'as commencé du coup par ton cercle avant d'aller... T'as fait un FaceTime et pas un Messenger vidéo, par exemple. Alors, un WhatsApp vidéo. J'ai vérifié que c'était bien une bulle bleue. Ouais. Et j'ai dit, c'est OK, on travaille ensemble.
Ça part de là. Mais ça, c'est intéressant de commencer par son entourage. Mais c'est pas ton entourage, c'est juste que ça fait partie des gens où vous avez à peu près déjà les mêmes affinités, plutôt que d'aller sur une plateforme où tu pourrais recruter n'importe qui ne connaissent déjà pas du tout la nature de ton travail. Pour les jeunes entrepreneurs, je leur dis souvent, votre entourage le plus proche n'est certainement pas un vivier de recrutement. Votre entourage le plus proche est un vivier pour savoir si votre idée d'entreprise est la bonne. D'ailleurs, on apprend souvent dans les écoles de commerce, quand tu as une idée de boîte, pose la question à ton entourage pour savoir si cette idée de boîte leur paraît sensée ou produire de la valeur pour eux. Mais ne les vois pas comme des recrutements potentiels, vois-les comme un panel à qui tu peux poser des questions de façon privilégiée et qui vont te répondre avec sincérité. Après, essaye de recruter des gens que tu ne connais pas. Parce que forcément, déjà, ça va installer une relation qui n'est absolument pas la même que des personnes avec qui tu partages une histoire ou des sentiments personnels ou des histoires privées. Parce que ça facilite pas les choses, en fait. Alors évidemment, il y a des exceptions. C'est difficile de faire des grandes règles comme ça, valables pour tout le monde. Mais il n'empêche que c'est plus facile de dire à quelqu'un écoute, le chemin s'arrête ici, on a bien travaillé ensemble, etc. Quand tu n'as pas d'intrication personnelle avec lui, que de le dire à quelqu'un avec qui tu as une relation historique et pseudo-amicale. Alors, ne pas recruter un ami, c'est déjà une chose, mais il ne faut pas que la personne que tu recrutes le devienne. Bah, c'est difficile, mais il faut essayer de faire en sorte que quand on parle de travail, on parle de travail, et quand on parle plus de travail, on parle plus de travail. Mais c'est pour ça que j'encourage les gens à avoir des relations professionnelles dans leur cercle de travail et à avoir des relations amicales à l'extérieur de ce cercle de travail, mais à essayer de ne pas forcément mélanger les deux. Ça doit plutôt être exceptionnel. Il faut que chacun fasse preuve d'une grande maturité. Si tu n'es pas capable de t'envoyer des torrents de merde à la gueule tout en faisant en sorte qu'à la fin de la journée, tu t'en veux pas, alors il ne faut pas être amis. Vous le faites très bien, vous deux. Je le déteste. Qu'est-ce qu'on fait à une beaucoup plus grande échelle des familles comme la famille de Bernard Arnault, qui collaborent ensemble, qui travaillent ensemble et qui ont un empire à gérer familial quand même. Qu'est-ce que t'en penses, toi, À ce sujet, la méthode Dupont de Ligonnès me semble pas inintéressante. Écoute, chacun son avis sur cette question, mais bon, c'est des questions profondes. Moi, je suis contre l'héritage de façon générale. Je pense que l'intelligence n'est pas héréditaire et que ça a conduit beaucoup de boîtes à la perdition que d'essayer de les transmettre forcément aux descendants, parce que dans un cas, c'est tes organes reproducteurs qui s'expriment, dans l'autre cas, c'est ton cerveau. Donc ce sont quand même deux choses bien différentes. Et c'est pas parce que tu as fabriqué quelqu'un avec tes organes reproducteurs qu'il a forcément le cerveau appliqué ou adapté au business que tu es en train de mener. Donc pour toi, ça change rien d'avoir une multinationale ou internationale qui soit léguée à Monsieur X parce qu'il est très compétent. Vaut mieux qu'il soit légué à Monsieur X parce qu'il est très compétent que à la personne qui porte ton nom. Je comprends et je trouve humain la volonté d'essayer de transmettre à ses plus proches avant de le transmettre à d'autres personnes. Je peux comprendre ça, mais je pense que c'est un raisonnement qui n'est pas assez professionnel. Je pense qu'il faut transmettre ça à des gens qui sont avant tout compétents, et après, s'il se trouve qu'ils font partie de tes plus proches, tant mieux. Mais c'est pas le préalable. Bon, j'ai changé mon nom de famille en Diaz, pour rien. C'est chier. Les gars, merci. Jules, j'espère qu'on a répondu à ta question, qu'on a intéressé en tout cas la plupart des gens qui nous écoutent. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. On se retrouve chaque semaine, tous les dimanches. Là, c'est la rentrée, donc on a pris une petite pause. Mais c'est la rentrée. Manuel, c'est la rentrée. Tout à fait. Et n'oubliez pas de faire découvrir ce podcast autour de vous. De ouf. À très vite. Merci Manuel, merci Léo. La bise. Ciao. Bye bye.